Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir créatures de la nuit et bienvenue dans le Grim Girls podcast, le podcast qui parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Il y a un an, je me suis rendue pour la première fois au festival Stabaton, qui est organisé par Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach. C'est un festival de slasher qui a lieu pendant un week-end de juillet et qui a comme particularité qu'il a comme thème une franchise, plusieurs franchises et une thématique. L'année passée, c'était le camp d'été. Et bien, cette année, j'y suis retournée pour une soirée pyjama sur tout un week-end. On a regardé des franchises comme Slumber Party Massacre, comme The House on Sorority Hero, ou encore comme Sorority House. Cette année encore, je vous fais un petit retour avec, pour commencer, une petite interview avec Mylène elle-même que j'ai eu la chance de faire. Donc je suis avec Mylène, qui est organisatrice du coup du Stabaton. Déjà Mylène, comment tu te sens là On n'est pas encore à la fin, là, il y a encore toute la nuit, mais comment tu te sens Éclatée mais heureuse et très contente d'avoir cette petite colonie de vacances pleine de paillettes, de roses et de gens sympas. Comment est-ce que ça s'est passé du coup à l'organisation ? Je dirais que ça me prend sur toute l'année. En fait, alors que là je suis en train de faire cette édition, j'ai déjà pensé à la programmation de l'année prochaine. Ça se passe toujours un peu comme ça. La recherche des droits, ça prend beaucoup de temps. C'est ce qui prend le plus de temps et qui peut même des fois durer jusqu'à presque le festival en lui-même, puisqu'on attend vraiment des réponses pendant 1 an parfois. Et ensuite, une fois que les droits sont là, c'est l'affiche, la com, le merch, les équipes bénévoles, tous mes potes qui m'aident, le teaser, tout ça. Donc en général, c'est pas de stress, je dirais, parce qu'en fait, c'est toujours très cool, mais pas mal de fatigue quand même, et il faut être très impliqué, quoi. Mais c'est chouette. Oui, j'imagine. Et du coup, c'est donc comme tu le disais, peut-être, je pense sur les réseaux, ou je ne sais pas exactement. C'est du coup dans le cinéma René Fallet, qui est du coup le cinéma de ton enfance. Oui, c'est le cinéma où j'ai vu mon tout premier film, c'était Titanic. Moi, je suis de 92, alors Titanic, je crois que c'est 95 en France. J'ai un trou de mémoire, mais bon, j'étais pas très vieille. Et effectivement, je passais ma vie au cinéma quand j'étais jeune. Et c'était super émouvant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'Assemblée Générale du cinéma et j'ai croisé le programmateur, enfin le gérant du cinéma quand j'étais ado. Et donc, je lui ai dit, tu te souviens, je passais tout mon temps au cinéma et tout. C'est un peu grâce à toi que le Stabaton est né parce que du coup, tu me laissais aller dans la cabine de projection, tout ça. Et il était super touché. Donc, on a beaucoup parlé. C'était un moment très chouette, quoi. Et donc, j'ai eu l'occasion, c'est des beaux moments comme ça. Et donc, grâce à lui, effectivement, j'avais accès à tout le cinéma. Je passais ma vie dedans, c'était très cool. Trop bien. Et comment ça t'est venu en fait l'idée de faire ton propre festival ? Est-ce que c'est un truc que tu y avais pensé depuis un moment ou ça t'est venu vraiment comme ça ? Tu t'es dit ok vas-y on y va ? En fait quand j'étais jeune j'ai vu Scream 4 sur grand écran en 2011 de tête. Et du coup c'était un festival qui était dans une grange. Alors moi je viens de la campagne et à cette époque-là je vivais à Clermont-Ferrand, du coup qui est quand même une grande ville pour le cinéma. Il y a le festival du court-métrage. J'étais déjà en études d'art et quand j'ai vu ça, je sais pas si c'était avant ou après, mais en tout cas j'avais pour projet de faire un cinéma itinérant dans les campagnes justement pour donner accès aussi, dans des champs d'agriculteurs et agricultrices, en fait, de montrer des films pour des campagnes qui n'avaient pas de cinéma. Et donc c'était l'idée de passer un film d'horreur, un film pour enfants et un film un peu accessible pour tout le monde. Et en gros, à l'époque, j'avais 17 ans et je connaissais rien en droit des films, ça m'a un peu paniquée, j'étais en mode comment je vais faire, c'est quoi un visa et tout. Et donc j'ai abandonné, même si j'avais quand même avancé, je m'étais renseignée auprès de l'association qui justement gérait le court-métrage et tout à Clermont. Et en fait, j'avais laissé ça dans une boîte en me disant un jour j'aurai soit mon propre cinéma qui fera des fromages à côté et des vinyles, soit j'aurai mon festival. Et en fait, entre-temps, j'ai travaillé dans des services des droits pour des cinémathèques, des choses comme ça. Et j'ai fini par me dire, allez, bon, là, on y va, quoi. Mais après, c'est devenu une blague avec Marie Casabonne, qui est autrice du livre Slasher Coupé, où on disait, allez, on fera notre propre Sabaton. On faisait des blagues sur les réseaux sociaux, je me rappelle. Et elle m'a même envoyé une affiche de Panic Cinéma. C'était une édition où ils avaient fait une affiche. Je crois que c'est Flore Maquin qui avait fait Scream. Et j'ai un post-it de Marie Casabonne qui dit en attendant le Stabaton.
Et c'est du coup, elle me l'a envoyé l'année d'avant du Stabaton. Et d'ailleurs, il est toujours chez moi. Voilà, donc c'est un peu la blague. Et elle vient tous les ans. Donc c'est parti aussi d'une blague et d'un rêve d'enfant, je dirais. C'est trop beau, c'est trop mignon. Bah, du coup, j'imagine là, tu as encore plein d'idées pour les éditions qui suivent. Oui, en général, là déjà cette année, j'avais 5 idées de thématiques. Puisque je sais jamais où sont les droits, vu que je pars sur des trucs pas forcément simples et tout. Et là, je sais déjà ce que je veux faire pour l'année prochaine, donc en attendant de savoir si j'arrive à trouver les droits de ce que je veux faire, voilà. Ouais, ça c'est le plus... Enfin, une des choses les plus... C'est les restrictions en fait, c'est ça qui restreint nos choix. Hein. Donc voilà. Bah, en tout cas, jusqu'ici, t'as plutôt bien géré pour avoir des films. Et cette année, j'ai l'impression qu'il y a plus de films que les autres. Ou alors peut-être que je me trompe, je sais pas exactement. Il y en a un de plus cette année, mais en fait ça a beaucoup joué parce que ce que je voulais, notamment l'avant-première que je voulais n'était pas là et que j'ai dû avoir beaucoup de films de secours et que finalement, moi je sais pas faire de choix dans la vie, donc j'ai tout gardé. Et aussi que je voulais une certaine cohérence et qu'il y avait des choses que je pouvais pas enlever parce que ça fonctionnait pas si je les enlevais. Donc j'ai préféré pas faire de choix et niquer mes heures de sommeil, voilà. Tu as bien raison. C'est trop dur de faire des choix. Ouais, c'est clair. Bah, trop bien, en tout cas, merci et super festival. J'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses pour la prochaine fois, du coup. Toujours en juillet, j'imagine, toujours à Dompierre, au cinéma René Fallet. Ben, merci à toi et merci d'avoir participé à la table ronde, Emma. Trop bien, merci. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre dans la petite interview que j'ai faite, donc j'ai pris vraiment 5 minutes du temps de Mylène, la pauvre qui avait évidemment énormément de choses à faire, hein, vu que c'est son festival, c'est elle qui a tout organisé, alors pas toute seule évidemment, mais elle était très occupée, donc je suis assez contente d'avoir pu lui poser quelques petites questions pour vous. Donc voilà, une femme absolument adorable, hyper créative, et qui continue son festival, hein, évidemment. Donc notez-le déjà dans votre agenda. Venez au Stabaton l'année prochaine. Now it's time for the fun part. Alors en ce qui concerne le Stabaton 2026, du coup, je vais vous refaire un petit déroulé de comment tout ça s'est passé. Alors ça a donc commencé le vendredi 10 juillet avec un premier film qui est donc The Craft. The Craft, j'en ai parlé dans mon podcast, j'ai fait un épisode entier sur ce film que j'aime énormément, un film de sorcière. Alors le but du coup c'est que je vais pas à chaque fois vous représenter, vous parler en long, en large, en travers de chaque film, mais c'est juste pour vous faire un petit peu la sélection pour que vous voyez un petit peu toute l'étendue en fait du programme qui est présenté au Stabaton. Donc on avait The Craft que j'ai pu présenter avec Marie Casabonne du coup, qui est autrice et podcasteuse, et avec du coup Mylène. Donc le film, toujours très sympa de le découvrir, et en plus de le découvrir sur grand écran, franchement ça a été plutôt une bonne découverte, même si j'avoue que donc le film était en VF et que la VF était clairement en dessous de la VO. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, et puis c'est une découverte supplémentaire du coup. Ensuite, on a eu droit à The House on Sorority Row, qui est un film pour le coup que je n'avais jamais vu. Donc qui est un film de 83, qui est réalisé par Mark Rossman et qui est une sorte de slasher du coup, qui se passe dans une sororité, donc une association d'étudiantes. Ce film, voilà, je donne chaque fois un petit peu vite fait mon avis. Pour moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, surtout visuellement. Je vous encourage quand même à aller le voir si jamais vous ne l'avez jamais vu. Il est plutôt sympa et je trouve qu'il a plutôt une très belle affiche. Ensuite, on a eu l'espèce de remake du film qui s'appelle donc Sorority Row par Stuart Handler, qui lui est sorti en 2009. Alors personnellement, j'ai pas été très fan du film. Il se passe aussi dans
une maison d'étudiantes, une association d'étudiantes, sauf qu'on a plus d'étudiants, donc garçons. Et en fait, tout part sur une mauvaise blague qui clairement est très ancrée dans la culture du viol. Et en fait, c'est une jeune étudiante qui va mourir à cause de cette blague. Et donc, des jeunes femmes vont se débarrasser du corps et vont penser que tout va bien se passer si jamais elles n'en parlent pas. Sauf que, évidemment, eh bien, quelqu'un va essayer de se venger. J'ai trouvé ce film vachement lourd, très très très, comme j'ai dit, ancré dans une culture du viol avec toujours des blagues de sexe, des références un peu graveleuses qui, pour moi, ont vraiment alourdi le film. Et donc clairement, pour moi en tout cas, c'est clairement pas le meilleur remake des années 2000, ça c'est sûr. Ensuite, mais ça j'avoue que je ne suis pas restée jusque là parce que Stella et moi, donc avec qui je suis allée au Stabaton, on était complètement crevés, donc on n'a pas vu les 3 derniers films. Parce que oui, il y a beaucoup de films, et là, je vous parle, on commence à être vraiment tard. On a eu la chance donc de découvrir les Happy Birthday 1 et 2, donc de Christopher Landon, qui sont sortis en 2017 et en 2019. Alors moi, personnellement, j'ai vu que le premier, et j'ai déjà pensé à éventuellement en parler ici, soit en épisode, soit en post Instagram, parce que la Final Girl de ces films est vraiment intéressante, et en plus elle est jouée par Jessica Roth, qui est absolument incroyable comme actrice, je trouve, que j'avais vue dans Imposters au BIF cette année, et qui était absolument phénoménale. Voilà, donc pour les Happy Birthday, rapidement, moi du coup, comme j'ai dit, j'ai vu que le premier, je le trouve plutôt sympa. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais en tout cas j'avais plutôt bien aimé. Et par contre, la soirée, la nuit, s'est terminée à 3h du matin, j'imagine, avec Heathers, donc de Michael Lehmann, qui est sorti en 88. Et alors ce film-là, c'est un film qui est quand même un petit peu connu, qui en fait présente 3 filles qui s'appellent Heather, qui sont un petit peu les reines du lycée. Et elles ont dans leur groupe en plus une jeune femme, donc qui est jouée par Winona Ryder, qui s'appelle Veronica. Finalement, Veronica, elle va petit à petit se venger de ces 3 femmes, enfin de ces 3 filles plutôt, parce que là on est encore au lycée. Alors moi je déteste ce film, je vous avoue. Je l'ai regardé, c'était pour le ciné-club. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais The Horror Club avait fait un ciné-club il y a 1 an, je pense. Et donc, je l'avais regardé à cette occasion, et j'avais vraiment détesté. Je trouve personnellement que le film n'aime pas les femmes, tout simplement, déteste les femmes. Je trouve que il y a un regard qui est vraiment hyper condescendant sur les différents personnages. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, ne me plaît pas. Voilà. Mais évidemment, c'est personnel, et grand bien vous fasse si jamais vous aimez ce film. Veronica, you look like hell. Yeah, I just got back. Ensuite, deuxième jour, ça commençait à 13h de nouveau, et ça commençait à 13h avec la table ronde. Alors la table ronde, je vous avais dit dans mon épisode précédent que j'allais y participer, et d'ailleurs vous l'avez sûrement vu dans une annonce postée sur Instagram, mais donc je participais à la table ronde avec donc Mylène, avec Marie Casabonne, avec Very Nasty Stories, donc Max. Si vous ne connaissez pas son compte, allez le voir, franchement c'est une valeur sûre et il fait du très très bon contenu. Et Damien Granger. Évidemment, ça a été un petit stress aussi pour moi de participer à cette table ronde, mais ça a vraiment été un honneur. Alors je vais pas vous refaire tout ce qu'on a dit, parce que voilà, ça a duré 1 heure il me semble. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je vais vous faire un petit résumé. Là, j'ai encore mes notes, j'ai encore des choses en tête. Alors, en gros, la table ronde avait un thème, et c'est chaque fois la même chose, du coup, à chaque table ronde au Stabaton, il y a toujours un thème. Et donc là, c'était vraiment les femmes dans les slashers. Alors forcément, parce que au Stabaton cette année, on a pu voir de Slumber Party Massacre, la saga
Eh bien, on a parlé de Slumber Party Massacre, avec du coup tout le contexte de production, le fait que c'est une saga qui est entièrement écrite et entièrement réalisée par des femmes, ce qui est quand même quelque chose qui est assez rare finalement. On a parlé des représentations des femmes dans les slashers donc de l'époque, donc dans les années 70 et dans les années 80, notamment avec les caractéristiques que Carol J. Clover, l'autrice de Men, Women and Chainsaw, va définir, comme par exemple donc le fait que les Final Girls sont, en tout cas à cette époque-là, des vierges, qu'elles ont un sens de la morale qui est assez fort, un grand instinct de survie, parfois même paranoïaque, qu'elles sont généralement plus intelligentes que les autres, qu'elles sont typiquement des boyish girls, c'est-à-dire qu'elles vont avoir, ou en tout cas elles vont adopter des traits plus masculins, et au plus elles vont adopter ces traits-là, au plus elles vont forcément du coup avoir la chance de survivre, contrairement aux personnages qui vont être plus féminins, entre gros guillemets, hein, en tout cas qui vont adopter les traits traditionnellement féminins, vont du coup avoir beaucoup plus de chances de se faire tuer. Et évidemment, voilà, ce sont des personnages qui sont généralement blanches, du coup. On a parlé de sexualisation des corps des différents personnages féminins, et du coup de male gaze, donc il y a un concept théorisé par la théoricienne Laura Mulvey en 75. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode, peut-être dans plusieurs, mais pour refaire un petit peu un rappel, le male gaze en gros dit que les femmes sont rendues objets passifs et sexualisés dans le cinéma mainstream, surtout hollywoodien, par différents procédés, alors que les hommes ils vont plus être acteurs de la narration. Le regard posé sur les corps par la caméra, ça va être le regard masculin hétérosexuel, ou en tout cas il va être assumé comme tel. Forcément, on peut avoir du male gaze avec des femmes à la caméra, c'est pas toujours avec des hommes réalisateurs. Et ces dernières années, du coup, on a une sorte de réponse que Iris Bray, une autrice, a du coup théorisé et a développé dans son livre que j'ai ici, qui est Le regard féminin. Donc il y a le female gaze, qui est en fait un cinéma où le regard va être du coup centré sur les expériences des femmes, avec du coup leur agentivité, leurs désirs et leurs objectifs. On est revenu sur la saga des Slumber Party Massacre, notamment parce que c'est une saga, et surtout en fait le premier, c'est quand même un film qui propose quelque chose d'assez nouveau. Déjà parce qu'il y a plusieurs Final Girls à la fin du film, que ces Final Girls elles vont utiliser des outils comme une machette, comme des couteaux de cuisine pour se défendre et pour attaquer le tueur en groupe. On a des personnages, du coup ces personnages féminins et même d'autres qui vont en fait choisir d'utiliser des outils pour réparer une porte, pour réparer des fils électriques, ce qui est du coup totalement en opposition avec le tueur qui du coup lui il a une perceuse et qui les utilise pour détruire. Les Final Girls qui sont du coup dans le premier Slumber Party Massacre, c'est des Final Girls qui vont quand même aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on voyait d'habitude. Notamment parce que du coup, généralement, on avait soit les Final Girls, comme j'ai dit, qui sont vierges et qui ne sont pas du tout intéressées par le sexe, et puis de l'autre côté, celles qui montrent un intérêt pour tout ça, qui du coup se font tuer. Ici, pas du tout, parce que par exemple, on a Valérie et Courtney, donc des sœurs, et qui sont du coup dans les 3 Final Girls, qui lisent Playgirl, qui est un magazine qui est apparu des années 70 avec des photos d'hommes dénudés, et donc il y a une emphase sur le fait que elles sont intéressées par ça, elles sont pas boys crazy, mais autant elles font des blagues de cul, autant elles lisent du coup ce fameux magazine, et donc il y a quelque chose où elles ne sont pas dans cette pureté morale entre guillemets. Il y a aussi tout le principe que Valérie, elle est vraiment toute désignée pour être la Final Girl, c'est-à-dire qu'on la voit pas boire d'alcool, contrairement à toutes les autres filles qui font une partie pyjama entre elles. Elle ne fume pas, elle va pas interagir avec des garçons, elle va pas faire la fête avec les autres.
mais elle est quand même, comme j'ai dit du coup, dans quelque chose qui n'est pas une pureté morale, qu'elle va du coup être quand même intéressée par les garçons, quand même un petit peu intéressée par le sexe. Et puis sa petite sœur aussi, elle va parler notamment de son expérience de roulage de pelle en disant que c'était dégueu, qu'elle avait pas aimé ça, etc. Et en même temps, voilà, on la voit un moment au téléphone avec son copain. Donc voilà, il y a quelque chose où on n'est pas vraiment dans les meufs hyper pures, VS les meufs qui vont faire la fête, qui vont se droguer, qui vont boire, qui vont faire du sexe, etc. Ce que moi j'avais dit et qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir beaucoup plus la violence que les Final Girls vont faire envers le tueur que l'inverse en fait. Et du coup, la violence envers les Final Girls et envers les personnages féminins n'est pas vraiment présentée en spectacle. C'est quand même assez différent de d'autres slashers de l'époque, par exemple Halloween qui est sorti 4 ans plus tôt, qui va montrer de nouveau ce truc de sexe égale mort, et c'est la Vierge la prude, donc la Final Girl qui va survivre et qu'en plus elle va être aidée par un homme, alors que justement dans le premier Slumber Party Massacre, et en fait ce sont vraiment les 3 Final Girls qui vont se venir en aide en fait. Et puis ensuite on a fait un détour un petit peu pour parler justement des nouveaux entre guillemets films, des nouveaux slashers et des nouvelles réalisatrices à partir des années du coup 2017. Ça c'est important de le repréciser, mais 2017 c'est vraiment le début de la propagation du mouvement MeToo sur les réseaux sociaux. Donc avec les accusations notamment de Harvey Weinstein. Et donc on va avoir des films, en tout cas c'est quelque chose qu'on peut voir par exemple dans Black Christmas 2019. C'est vraiment, on va avoir des films en fait qui vont dénoncer des abus de pouvoir liés à la sexualité et qui vont du coup redessiner une approche plus militante, plus féministe et dénonciatrice en fait de ces thématiques. Ce qu'il y a aussi, c'est que avec les nouvelles réalisatrices, on va voir aussi beaucoup plus de personnages féminins qui vont être au centre, beaucoup plus de personnages queer aussi qui vont être au centre, qui vont vraiment avoir une agentivité, qui vont vraiment en fait être au centre de l'histoire, et on va vraiment s'intéresser à ce que ces personnages vivent. On va vraiment avoir des personnages construits et on va plus se retrouver du coup avec des stéréotypes, avec des personnages qu'on va simplement regarder. En fait, ça va être des personnages qui vont vraiment elles-mêmes du coup poser un regard sur les choses et du coup elles-mêmes vraiment devenir sujet. Je ne saurais pas tout retranscrire évidemment. Voilà, j'espère que vous aviez pu être là pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Si pas, c'est dommage et c'est une raison supplémentaire pour venir l'année prochaine. On ne sait pas encore quelle est la thématique, mais c'est sûr que ça va être intéressant. Voilà. Après cette table ronde, place au film. Donc on a vu Jawbreaker qui est réalisé par Darren Stein en 99. On a même eu droit à un petit message vidéo du réalisateur qui nous remerciait de passer le film en France et qu'il était super content. Ensuite, à 17h, on a eu La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, de 92, qui est un film que moi j'avais jamais vu, et pareil pour Jawbreaker, et j'ai adoré, franchement. Les 2 films étaient en VF, mais je trouve qu'ils étaient quand même sympas. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment à les découvrir en salle, et c'est ça aussi qui est génial avec le Stabaton, c'est que ça nous permet en fait de découvrir des films hyper cultes ou hyper cool en fait, mais tout ça dans une salle de cinéma. Et ça, c'est vraiment un privilège. Donc c'est plutôt génial. Ensuite, on a commencé les Slumber Party Massacre avec du coup le premier que j'ai présenté avec Mylène. Ensuite le deuxième qui pour le coup est plus fantastique et qui est absolument génial. Franchement, je vous le conseille à 100%. Par contre, celui que je vous conseille pas trop, c'est le 3, que j'ai pas du tout aimé. En plus, je commençais vraiment à fatiguer, donc j'ai pas tout suivi, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, je trouvais qu'il était quand même vachement dégradant. Et puis ensuite, moi, je me suis arrêtée là. J'ai pas vu les autres films de la soirée, de la nuit, donc de nouveau, il me manquait 3 films, donc qui étaient le remake de Slumber Party Massacre de Danishka Esterhazy de 2021, Sorority House Massacre de Carol Frank de 86 et Sorority House Massacre 2 de Jim
Wynorski, je crois, je sais pas trop si c'est comme ça que ça se dit, bref, de 90. Voilà, donc ça c'était tous les films qui sont passés au Stabaton. Forcément, le Stabaton, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas que des films, c'est aussi une table ronde, c'est aussi des petites animations, des quiz qu'il y avait entre chaque séance du soir. C'est évidemment aussi des stands, parce qu'il y a tout le week-end des stands. Alors cette année, pendant une journée, il y avait une tatoueuse qui a fait des flashs incroyables qui étaient tous inspirés des films qui sont passés du coup pendant le festival. Mais il y a eu différents autres stands, notamment le stand, vous la connaissez peut-être, le stand des Mignonstres du coup, qui fait des petites créations au crochet, comme elle le dit, donc comme les grands-mères, mais avec des viscères. Alors, il y avait aussi le stand de Gentil Art, qui en fait utilise des vitraux, mais qui va les revisiter à la sauce pop culture, entre vitrail sacré et passion profane. Le stand de Noctural Stitchcraft, qui du coup propose des créations textiles monstrueuses. Je lui ai acheté un t-shirt que j'aime beaucoup trop d'ailleurs. Il y avait Insolente Upcycling, donc de l'upcycling. Il y avait également C'est quoi cette horreur du coup. Coucou d'ailleurs si vous écoutez cet épisode. Donc Lucas et Louise qui étaient présents et qui avait un petit stand aussi le samedi avec du coup différentes petites questions autour du cinéma d'horreur auxquelles on pouvait répondre et qui avait une petite box où on pouvait s'enregistrer, répondre à différentes questions de nouveau sur le cinéma d'horreur, voilà. Je suppose que un épisode va sortir et quand il sera sorti, je vous invite à aller l'écouter tout simplement. Grande nouveauté aussi cette année, il y avait un petit fanzine, du coup, Final Girl, le fanzine officiel du Stabaton, qui était en vente du coup sur place et qui est vraiment super. Alors je l'ai ici dans les mains. Donc du coup il y a un petit édito. Alors c'est vraiment pour... je sais pas si quand vous étiez ado du coup vous aviez... vous savez, ces magazines avec des quiz, des trucs comme ça. Là, du coup, il y a un petit quiz quel personnage de slasher es-tu que j'ai pas encore fait d'ailleurs, il faut absolument que je le fasse. Il y a un petit get the look de survivante névrosée, incroyable. Les essentiels du Stabaton, évidemment. Un petit mot fléché. Un people et potin, une petite interview de Mylène, évidemment, un horoscope, parce que voilà, forcément, un horoscope, et un petit jeu avec survivrais-tu à un serial killer. Et donc, il commence avec la question dans la rue, regardes-tu derrière ton épaule, oui, non. Et du coup, ça fait en fait différents petits chemins jusqu'à arriver à un grand oui, pas certain et définitivement pas. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire là. En tout cas, ça c'était vraiment un incontournable du Stabaton et je suppose, parce que je crois que ça a bien fonctionné, qu'il y en aura l'année prochaine, en tout cas j'espère. J'aime énormément ce que Anaëlle a fait, du coup, Anaëlle qui est la graphiste du Stabaton, qui forcément, et c'est marqué ici, n'a pas du tout utilisé d'intelligence artificielle, parce que ici on bannit l'intelligence artificielle. Voilà, voilà. Le Stabaton, donc, c'est des films, c'est des stands, c'est aussi évidemment des rencontres, c'est un rassemblement de personnes. Je suis super, super, super contente d'avoir passé autant de temps en fait avec différentes personnes qui sont juste incroyables. Alors je suis venue avec Stella, j'ai pu revoir ma chère Mathilde qui a le podcast J'ai un truc à te montrer, si vous ne le connaissez pas, mais allez l'écouter tout de suite, en fait elle fait un travail incroyable. J'ai pu voir, donc comme j'ai dit, Lucas et Louise de l'émission C'est quoi cette horreur. J'ai pu rencontrer Pierrick de Double Feature. J'ai revu Laïd, ce bon vieux Laïd, forcément l'équipe de Jumpscare, donc Mylène, Lily, Mathieu, Amélie. J'ai pu retrouver Liv. J'ai pu retrouver énormément de personnes finalement, et c'est ça qui est aussi super avec le Stabaton, parce que c'est vraiment un lieu où on peut se retrouver entre personnes qui adorent le cinéma en fait,
Et je pense que c'est ça aussi le but de Mylène, comme elle le disait, c'est de faire une sorte de petit camp de vacances, de faire une petite bulle en fait dans notre quotidien, où on peut partager notre amour des films, où on peut discuter de tout ça et juste profiter en fait avant de retourner dans notre quotidien. Cet épisode retour, il est un peu plus long que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de revenir là-dessus. Je vous laisse du coup avec une petite interview entre guillemets que j'ai faite avec deux personnes qui étaient présentes au festival, donc Mathilde, comme je l'ai dit, du podcast J'ai un truc à te montrer, et Mara Vega de la chaîne Twitch, du coup Mara Vega. Je vous souhaite une bonne écoute du coup. Et je vous le dis encore une fois, vraiment notez dans votre agenda, juillet prochain, venez au Stabaton. C'est un des meilleurs festivals de films de genre que j'ai pu faire. Vraiment. Et je le dis pas parce que j'adore Mylène et parce que c'est mon amie, mais parce que vraiment c'est un super festival. Voilà. Des bisous. Alors nous voilà au Stabaton pour cette 4e édition, la 2e que je fais. On est samedi, c'est le 2e jour. On est en pause actuellement avant de faire le marathon de la nuit. Je suis du coup avec Mathilde du podcast J'ai un truc à te montrer et avec Mara Vega qui toutes les deux c'est la première fois qu'elles viennent au Stabaton. Du coup je vous demande un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé entre guillemets à venir au festival? Qu'est-ce qui vous intéressait? Du coup, moi, c'est Mara. Je connais le festival depuis plusieurs années sur les réseaux, mais j'habite pas loin et j'ai jamais eu l'occasion. Donc, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, comme je le dis souvent. J'habite pas loin et je suis jamais venue. Et c'est la première année. Et du coup, je me suis dit que la programmation était cool et c'était l'occasion de voir Mathilde aujourd'hui. Puisque elle est venue pour l'occasion et j'ai dit allez, on y va ensemble et c'est super. Moi j'avais suivi l'année dernière, du coup j'ai découvert l'existence du Stabaton l'année dernière en suivant Mylène du podcast Jumpscare et ça réunit un peu toutes mes passions, c'est-à-dire rencontrer des personnes qui adorent le cinéma de genre, faire un marathon de cinéma, parler de personnages féminins, de slashers et être entre nous et partager notre passion en fait. Et donc c'est tout ce qu'on aime. On a des super stands avec les mignonstres, plein de podcasteurs, podcasteurices, plein de créatrices. C'est chouette en fait, ça donne juste envie de faire ça tous les week-ends, de faire des marathons ciné tous ensemble. J'ai plus l'âge. Je veux bien le faire tous les week-ends, mais vous me perdrez à un moment, c'est sûr. Je dis ça et on a même pas fait la première nuit en entier. On a abandonné la première nuit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, pareil, je vous comprends les filles. Du coup, moi, du coup, c'est comme je dis là, donc, et en plus, j'ai fait un petit épisode l'année passée pour vous parler un petit peu de la première édition que moi j'avais faite, qui était donc la 3e, qui était plutôt sur les camps d'été. Ici, on est du coup plus sur les films, soirées pyjama, sororité, tout ça. Alors pour le moment, la sororité est totalement absente. Elle a le nom que c'est le penchant inverse des fraternités américaines. La sororité au sens féministe est totalement absent. Mais c'est intéressant aussi de voir d'où on vient, je trouve, en regardant ces films-là des années 80, 90 et même années 2000. C'était dans le Sorority Row, celui des années 2000, de voir en fait ces femmes qui se détestent et qui se poussent les unes et les autres vers le bas. Là, c'était pareil dans Jawbreakers, c'était pareil dans Death Becomes Her. Il y a un truc de en fait on est pas mal en 2026 entre meufs. On a beaucoup avancé. L'imaginaire des femmes qui sont rivales, qui se détestent, etc. On sait maintenant d'où ça vient en fait. Ça vient de plein de films comme ceux-là qui sont là depuis des années, qui ont été produits par des mecs. Alors même si là, ce soir pour le marathon, ça va être une saga Slumber Party Massacre, qui est une saga qui a été écrite et réalisée par des meufs. Donc moi je suis curieuse parce que je les ai pas vus, je les connais pas, donc on va voir ce que ça donne.
Du coup, là, comme on a dit, il y a encore toute la nuit, là, donc on est loin d'avoir d'avoir fini. Mais je voulais savoir un peu si, en tout cas dans les films que vous avez vus, s'il y en avait un qui vous avait peut-être marqué plus, en bien ou en mal, on ne sait pas. Alors moi je vais pas dire du bien, du coup moi ça va être le remake de Sorority Row là, où en fait c'était n'importe quoi, la caméra elle bougeait tout le temps, il y avait des gros plans un peu bizarres, des moments où on comprend plus, on sait pas pourquoi lui il meurt gratuit, voilà. Et au final j'ai préféré l'original. Parce que dans l'original, il y avait aussi un côté esthétique, des lumières. À un moment, je commençais presque à m'endormir sur l'original. Et je t'ai dit, ça m'a réveillée parce que là, d'un coup, il y avait une scène un peu où elle est shootée. Du coup, c'est un peu psychédélique, etc. Et donc, les lumières, elles étaient sublimes. L'esthétique un peu horrifique, etc. De ses copines zombies et tout qu'elle voit parce qu'elle est shootée. Ça, c'était super cool. Et le remake n'a pas du tout retranscrit ça. Et en fait, il était hyper brouillon et il m'a épuisée. Et juste après, on a abandonné. Donc voilà. Ouais, ce qui m'a vraiment choquée dans le Sorority Row, le remake, c'est la prémisse qui est que c'est un groupe d'amis et vraiment elles font une prank, donc une farce à base de date rape. Donc c'est à base de viol en fait. Donc du coup c'est une de ces filles qui fait semblant d'avoir pris du GHB. Et en fait le fait que ce soit complètement évacué comme quelque chose de drôle, elle la regarde se faire agresser par le frère de l'une d'elles. C'était d'un glauque. Et au final, je me dis, ce film aurait eu le potentiel d'être extrêmement glauque avec les thèmes qu'il charrie, de la violence masculine, de cette compétition entre femmes. Mais il est passé à côté de son propos et il y avait une invisibilisation de cette violence très dans la prémisse en fait de cette scène. Moi, elle m'a fait halluciner. Je pensais même pas que c'était possible de réaliser une scène pareille. Ah ouais, moi j'ai pas compris tout de suite. Mais c'est vrai que tu me rappelles cette scène et au début, on voit qu'elles filment leur copine et c'est à un moment où il y a un gros plan et on voit qu'elle bouge pas. Et là, tu fais OK, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est pas juste une blague, quoi. Elle rend ça presque puéril, elle dédramatise le truc, et au final, je spoil, mais le meurtre de cette fille, il passe comme ça, alors que juste avant, il s'est passé énormément de trucs hyper problématiques. Et au final, c'est juste une blague à la fin voilà, là, il y a un drame, mais c'était complètement lunaire, ce truc. Ouais, dans une certaine mesure, ça a pu me rappeler, je sais que toi, Emma, t'aimes pas ce film Promising Young Woman, mais ça m'a vraiment rappelé la prémisse de Promising Young Woman qui est à la fac, une jeune femme qui se fait violer et plus tard dans le film on retrouve en fait la vidéo et ça m'a fait vraiment penser à ça. Je me suis demandé si c'était même pas une inspiration de Emerald Fennell, cette scène de rire d'une agression sexuelle, de le traiter comme si c'était vraiment pas grave. Et d'ailleurs elle se fout de la gueule du mec en disant ah là là il va pas assez vite pour la violer. C'est lunaire, c'est lunaire. Je me dis en 25 ans on a traversé beaucoup de choses. Et ouais, mais sur vraiment plein de films et plein de choses comme ça, sur ces thèmes-là, effectivement, on a vraiment traversé. Enfin, tu te rends pas compte parce que moi, je suis un peu plus vieille que vous. On est quand même de la même génération avec Mathilde. Mais c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi et je me dis mais purée, mais comment on me montrait l'image de la femme, des personnes qui me ressemblent aussi, etc. Et j'ai grandi là-dedans et on s'en rendait pas compte, mais comme les autres films des années 70 ou 80 qui ne sont pas nos époques, pareil, qui baignent dans leur jus. Et c'est vrai que on a fait du chemin, mine de rien, même s'il y en a énormément encore à faire. Mais on a fait du chemin et c'était puissant. Ouais, c'est assez puissant de voir tous ces films. Et est-ce qu'il y a un film récent, ou en tout cas, soit qui est sorti récemment, soit que vous avez vu récemment, on va dire
entre guillemets de préférence réalisé par une femme, mais si ça l'est pas, c'est pas forcément grave, où justement il y a cette déconstruction de ce genre de message, ou en tout cas que vous n'avez pas eu l'impression, comme devant Sorority Row, que ça ne questionnait pas, ou alors juste un film en fait que vous avez trouvé intéressant par rapport aux personnages féminins tout simplement, qui n'étaient pas juste des objets regardés. Oui, des femmes, des personnages féminins avec de l'agentivité et une vraie vie interne et psychique, voire qui vont abattre les murs de ce qu'on peut attendre d'un personnage féminin. Alors attends, j'ai besoin de réfléchir. Ouais, pas de souci. On a besoin de réfléchir. Ouais, des petites recos ou quoi. Je pense que on en a parlé hier parce qu'il y avait le quiz, mais I Saw the Sea Glow en fait partie. Et moi, il m'a vraiment énormément touchée esthétiquement. Parce que voilà, c'est le film pareil, je savais que tout le monde l'avait adoré, je ne connaissais pas du tout les thématiques, je ne connaissais pas du tout les métaphores derrière, et quand je l'ai vu, j'étais scotchée à mon canapé parce que je ne l'ai pas vu au cinéma, je suis même pas sûre je ne sais pas s'il était sorti en grand écran. Je crois pas, en tout cas pas chez nous. Je l'ai vu sur une plateforme, et en tout cas voilà, ça m'a agréablement surprise dans le sens esthétique, dans le sens des propos, dans le sens des métaphores queer dedans. J'ai découvert que c'était une meuf, ou je ne sais pas si c'est une personne non binaire ou une meuf. Oui, ok, du coup personne non binaire, donc personne queer, et c'est incroyable, tu vois. Donc et j'ai vu hier qu'il y avait un autre film qui sortait d'IEL, donc il y a trop hâte en fait. En fait, il y avait Gillian Anderson dedans, j'ai vu. Oui. Voilà. Oui. Donc voilà, il fallait juste dire ça au final. Et qu'il y a eu la Queer Palm au Festival de Cannes. Ah, ok. Ah, il y a une Queer Palm au Festival de Cannes. Ouais. Je sais pas si c'est récent, je vous avoue. Je pense. J'imagine que oui. Mais toi, tu penses à quelque chose, T'as pas réfléchi, Mathilde? J'ai réfléchi, mais en fait, je vais reciter Promising Woman parce que je sais que Emerald Fennell est un personnage très controversé. Mais dans ce film, c'est vrai que le personnage principal, Cassie, sort totalement des attentes de la société vis-à-vis d'elle. Elle refuse d'occuper un rôle et une place. Elle se dédie à la vengeance et elle utilise le male gaze comme une arme. Et voilà, c'est le premier truc qui me vient. Je sais que c'est un film controversé, mais moi, pour ça, je le trouve assez bien exécuté. Tout à fait. Trop bien. Merci du coup. On a fait un podcast. Merci à toi.